Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Elle est à la tête d'un des plus gros studios de production de Belgique, Dreamwall, qui est spécialisé dans la création de séries et de films d'animation, mais aussi de solutions virtuelles pour les médias et l'événementiel. Bonjour Alice Gorissen. Bonjour. Alors comment l'aventure du studio Dreamwall a-t-elle commencé ? Il y a une vingtaine d'années, la RTBF et Dupuis se sont réunis à travers des discussions autour de leurs besoins, leur envie de créer un pôle d'excellence digitale. Alors d'une part parce que la RTBF sentait que les technologies de création digitale étaient en train d'évoluer très très fort et elles continuent à évoluer très très fort et donc avait envie de pouvoir avoir un pôle d'excellence dans ce domaine-là. Et côté Dupuis, il y avait une volonté avec l'arrivée du Tech Shelter, qui était là depuis quelques années en Belgique, de pouvoir créer des coproductions entre la France et la Belgique avec un studio de prestation en Belgique pour pouvoir mettre en place toute une série de projets qui sont liés à leur pôle audiovisuel et donc mettre en image une série de ce qu'on appelle des licences de notre jargon qui sont liées à leur groupe, donc les Spirou, les Cédric, tous ces personnages qu'on retrouve chez l'éditeur. Oui, tout à fait. Vous êtes basé à Marcinelle. Pour que notre spectateurs comprennent bien, est-ce que vous pourriez nous épingler quelques exemples très concrets de ce que fait Dreamwall aujourd'hui, aussi bien dans l'animation que dans vos productions pour les médias ou l'événementiel ? Alors j'utilise souvent les mêmes exemples parce que c'est les plus connus du grand public. Alors en animation, la série qui est très connue par les personnes, c'est Les Schtroumpfs. On travaille on va commencer la saison 4 des Schtroumpfs en animation cette année. Donc c'est vraiment la série 3D qui est revenue en Europe puisque la série qu'on a connue dans les années 80-90 était faite entièrement aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment un leitmotiv, un projet que tout le monde connaît. On est en train de travailler sur le deuxième long métrage de Yakari aussi. Yakari. Voilà, pour ne citer que les personnages les plus connus parce qu'on travaille sur des tas de projets qui sont des développements, des créations from scratch en fait. Donc voilà, qui sont peut-être moins connus du grand public, mais celle-là. Côté Média Solutions, qui est le deuxième grand pôle d'activité, un des projets très connus, ce sont les météos, bien sûr. De la RTBF. De la RTBF, entre autres. Et donc, ce studio virtuel, c'est vous qui êtes derrière ça. Donc, tous les tournages se font chez nous, donc c'est tous les jours de l'année. On a nos tournages météo qui ont été intégrés dans l'émission live Quel temps pour la planète maintenant, puisque ça a été intégré, ça a été un gros projet fin de l'année passée. Donc ça c'est voilà, on sait rarement que c'est nous qui sommes derrière, mais tous ces tournages se font chez nous, avec la création des décors virtuels aussi. Donc c'est vraiment un projet où on fait tout de A à Z en fait. L'éditorial est amené par les RTBF et puis nous on gère tout le reste de la production. Et alors dans les projets peut-être un peu moins connus quoique, parce qu'on a quand même pas mal de marchés différents. Il y a ce qu'on a fait récemment pour Peridaisa, puisque sur les vitres du Grand Aquarium, il y a toute une animation qui rend un effet aquarium sur le bâtiment en fait. Et donc on a animé toutes les boucles qui sont diffusées. C'est ce qu'on appelle du vidéo mapping. Oui, alors le vidéo mapping, ça va être de la projection. Là, c'est vraiment des écrans LED qui font tourner, et qui sont gérés en temps réel avec de l'interactivité qui a été intégrée par un partenaire, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent aller voir. Sinon, on est aussi assez actif dans tout ce qui est intégration de solutions virtuelles pour, par exemple, sur le Spa Francorchamps, on a fait l'intégration de... Oui, tout à fait. On a fait de l'intégration de publicité virtuelle, donc au lieu d'aller peindre sur l'herbe, c'est de l'intégration full virtuelle, mais ça donne le rendu de la peinture herbe en fait, et donc avec toute une série d'avantages. Bien, félicitations, c'est pas mal d'activités effectivement au programme. Cette expertise belge wallonne basée à Marcinelle, elle est tout aussi reconnue à l'international qu'en Belgique ? Alors, très certainement, on est né et on s'est développé en Belgique et assez vite, on a voulu pouvoir ouvrir nos marchés à l'international. Donc oui, on a une vraie expertise à l'international. Alors, on travaille de manière très proche beaucoup en France, puisqu'on fait pas mal d'intégration
Un des métiers qui est un peu de l'ombre aussi, c'est entre la création des décors virtuels et les tournages sur des fonds verts dans des studios, il y a ce qu'on appelle l'intégration de ces décors virtuels. Et là, on a vraiment développé une expertise très pointue. Et donc, on nous appelle dans pas mal de studios étrangers, en fait, pour ça. Dont en France, et TF1, mais ça peut aller jusqu'au Moyen-Orient. Donc, on a énormément, une expertise très reconnue à l'international, oui. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de collaborateurs, en termes de chiffre d'affaires, Dreamwall ? Alors, le chiffre d'affaires aussi aux alentours des 17 millions. Au niveau des collaborateurs, on fonctionne beaucoup en projet, donc ça dépend vraiment des moments. Des commandes, quoi. Des commandes. Grosso modo, je dis souvent qu'on est entre 150 et 200 personnes, entre les personnes qui sont intégrées vraiment sous contrat, CDI, etc. Ça fait plus ou moins 80-90 personnes. Et puis, toutes les personnes qui viennent pour des projets spécifiques, soit sous forme indépendant, intérimaire, et qui viennent vraiment fonctionner au projet. Mais donc voilà. On parle beaucoup de guerre de talents. Est-ce que vous en souffrez ? Comment vous recrutez les gens ? Est-ce que c'est facile ? Alors ça dépend très fort des marchés et des métiers, puisque la création digitale recouvre vraiment des métiers très variés. Et on n'a pas toujours de continuité dans nos projets sur certains métiers. Donc par exemple en animation, on peut faire du décor 2D à la peinture digitale, et puis 6 mois plus tard, ne faire plus que de la sculpture digitale pour des éléments 3D de décor. Donc, c'est 2 métiers qui n'ont rien à voir. Okay. Donc, en fait, en fonction de chaque projet, on va devoir aller chercher des profils artistiques, techniques différents. Non, c'est pas facile de recruter, parce que il y a vraiment pas mal de projets en Belgique autour de la création digitale. Alors, on a de la concurrence sur toute une série de nos marchés, mais on a vraiment une philosophie d'intégration globale de la chaîne. Donc, on n'a pas un concurrent qui est vraiment sur toute la chaîne comme nous, mais on a des concurrents dans chaque partie des marchés. Ouais. Voilà. Donc, au niveau du recrutement, on va travailler très, très fort en repérage, en allant dans les écoles, en allant dans des festivals, en allant dans toute une série d'événements qui permettent de faire du speed dating d'étudiants qui sortent ou de gens qui cherchent. Il y a la notoriété du studio qui joue beaucoup, en fait. On a énormément travaillé sur la façon dont on travaille chez nous, comment on travaille le bien-être, comment on travaille le fait que... Parce que c'est des gens qui s'investissent énormément, c'est des gens qui sont en général assez passionnés par le métier. Et il faut qu'ils se sentent bien, et quand ils se sentent bien, en général, ils reviennent. Et donc voilà, ça c'est une des clés, je dirais, sur lesquelles on travaille énormément. Et dans ce marché, et par rapport aux personnes que vous recrutez, justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je suppose qu'elle s'invite aussi dans votre secteur, mais dans votre métier, c'est plutôt aujourd'hui un précieux allié, ou au contraire, c'est une réelle menace? Je dirais que c'est... Alors, je parlerai peut-être pas de menace, mais je dirais que c'est un peu des deux, en fait. Ça devient un vrai concurrent, comme ça devient aussi un allié d'évolution. Alors, l'IA est une réalité très complexe, puisqu'en fait, elle va impacter les métiers différemment en fonction du métier en question. Donc c'est vraiment quelque chose... On a été créé vraiment pour faire évoluer nos process autour de la technologie. C'est vraiment notre ADN. Donc dès qu'il y a une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, c'est vraiment... On a toujours eu l'habitude de comprendre comment elle fonctionne, voir comment on peut l'intégrer de manière applicative dans nos différentes solutions, voir comment elle peut apporter un plus éventuellement au récit qu'on apporte à l'écran. Donc on l'aborde de manière très exploratrice, toujours, dans nos différents marchés, mais à la fois, elle permet aussi à toute une série de concurrents de produire et peut-être de fabriquer plus facilement, là où il fallait plus d'expertise, peut-être pour certains métiers auparavant. Donc, c'est en train de remodeler le marché, en fait, et de voir comment ce qui devient, entre guillemets, un produit de luxe, ou pas, en fait. Donc on l'aborde de manière, je dirais, assez pragmatique, et on essaye de voir comment ça peut être un allié, tout en gardant aussi la volonté artistique au cœur de nos préoccupations, en fait. Ok. Ouais. On va mettre un petit coup de projecteur sur vous aussi. Vous avez fait, ce qui est assez étonnant, vous avez fait des études de philologie romane à l'UCL. Comment vous êtes retrouvé dans ce secteur de l'animation et des médias audiovisuels ?
c'est l'histoire d'un cheminement personnel, vraiment. J'ai choisi ces études parce que je voulais choisir des études qui me passionnaient. Donc j'ai choisi la littérature. Je pensais plutôt me destiner à l'édition. Alors finalement, j'en suis plus trop loin, puisque je suis dans un de nos actionnaires qui est depuis parti à un très grand groupe qui s'appelle Média Participation, qui est un grand groupe éditorial. Il se fait qu'en fait, ma mère est entrepreneuse. Elle avait créé une boîte de communication d'entreprise. Assez vite, à la sortie de mes études, j'ai fait 1 an en plus de la philologie romane. J'ai fait 1 année à la KUL en néerlandais. Elle avait besoin d'aide. Elle m'a dit viens travailler chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai appris et qu'elle m'a jeté dans la gestion. En fait, voilà, en disant débrouille-toi, j'ai pas le temps de t'apprendre, mais tu vas apprendre toute seule. Et donc voilà, j'ai appris à faire de la gestion vraiment au quotidien d'une boîte en fait, mais en commençant par des flux de facturation, la gestion de trésorerie, comment communiquer avec des comptables, etc. Donc, et puis petit à petit, j'ai eu l'occasion de me former quand même avec l'aide de l'ICHEC, parce que j'étais quand même un petit peu perdue sur des histoires de cash flow, le business. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée en fait dans la gestion pure. J'ai travaillé longtemps à l'ICHEC aussi en fait, où j'ai dû gérer un programme de formation pour des patrons de PME. Et à la fois je devais gérer le programme et à la fois participer aux formations. Donc pendant plusieurs années, j'ai été quand même pas mal baignée dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, exactement. Finalement. Et puis, à un moment donné, assez vite, je suis devenue indépendante parce que ça me convenait pas trop le statut d'employé et je suis devenue indépendante. J'ai été indépendante pendant 20 ans avant de prendre le poste de direction générale chez Dreamwall, mais j'aimais bien cette liberté-là et donc j'ai vraiment suivi en fait mes voies, mes rencontres, mes connexions. Et un jour, je cherchais du boulot. J'ai un ami qui est réalisateur à la télévision et qui m'a dit voilà, moi j'ai une grosse production, on me demande de la gérer. Donc je suis rentrée dans l'audiovisuel par le biais de la gestion de projet et de la gestion, mais j'ai appris le métier à ce moment-là en fait. Alors l'animation, c'est encore autre chose, parce que j'étais beaucoup dans le flux TV, j'ai fait de la recherche d'archives pour des documentaires historiques. J'ai toujours suivi ma personnalité en fait. Et en fait, c'est toutes ces pierres que j'ai déposées au fur et à mesure de mon parcours qui un jour m'ont amené chez Dreamwall. C'est pas moi qui ai postulé à la base. Ils sont venus me chercher parce qu'ils trouvaient mon profil intéressant par rapport aux enjeux qu'ils avaient sur l'entreprise. Mais j'ai d'abord été engagée comme directrice du studio d'animation. Mais je connaissais rien à l'animation. C'est dingue, ça. Ouais. Donc c'est vraiment comment je pourrais dire ça ? J'ai suivi ma personnalité, en fait. Voilà. C'est un très bon choix. Mais aujourd'hui, pour que les téléspectateurs comprennent, à quoi ressemble votre travail au quotidien ? Est-ce que justement vous faites beaucoup de voyages pour rechercher de nouveaux projets ou pas du tout ? Les projets viennent à vous ? Alors, j'ai 2 casquettes. Moi, j'ai gardé la casquette de la direction du studio d'animation, qui a deux pôles d'activité. J'ai la casquette de la direction générale. Et en fonction de ces 2 parties de métier, je vais être amenée à faire des choses assez différentes. Alors, sur la direction d'animation du studio, là, effectivement, je voyage, on va dans des festivals pour aller repérer des projets. Et là, j'ai un rôle où je vais chercher des projets d'animation, travailler sur les réseaux avec les producteurs, voir comment on peut se positionner effectivement sur des... Et puis, il y a vraiment un travail très terrain où j'accompagne les équipes avec... il y a un directeur des productions, il y a un directeur artistique et puis il y a toute une série de gens qui gèrent les productions, mais je suis très présente au quotidien sur le suivi des projets. Justement, on parle de quel projet en Belgique, à l'étranger ? Vous travaillez sur quoi pour le moyen, long terme ? Il y a déjà des choses qui se mettent en place, je suppose. Oui. Alors, de nouveau, il y a des temporalités très différentes en fonction des marchés sur lesquels on travaille. Donc, l'animation, c'est des projets qu'on voit venir 2-3 ans à l'avance. C'est vraiment des paquebots, le temps qu'ils soient financés, ça prend beaucoup de temps. Donc là, pour le moment, sur l'animation, on voit arriver la série des Schtroumpfs, et on est en train de travailler sur le long métrage Yakari, et puis on a d'autres projets de séries qui arrivent, mais dont on attend ce qu'on appelle les green lights financiers. De l'autre côté, on commence l'année avec une série de projets dont on connaît la continuité, par exemple la météo, très clairement, ou les plateaux de studio pour l'Europa League. Oui. C'est des choses, au début d'année, on sait qu'on va les avoir jusqu'à la fin de l'année. Voilà, toute la saison. Et puis tout le reste, c'est du one-shot, en fait. Ouais. Donc, on ne sait pas à l'avance comment vont se positionner les clients, les réseaux.
c'est un travail, je dirais, d'équilibre entre nos équipes commerciales qui vont chercher les projets dans des foires, des festivals, des choses très spécifiques, qui travaillent dans des réseaux, et à la fois le fait qu'on existe depuis 20 ans, il y a des clients qui reviennent aussi chez nous pour toute une série de commandes. Donc c'est un mix vraiment des deux, recherche active et puis notoriété aussi, heureusement d'ailleurs. Ouais, parce que... On est déjà à la fin de cette interview, ce sera ma dernière question. En 20 ans, justement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la production de tous ces projets audiovisuels ? Je dirais que le flux de l'évolution technologique s'accélère très fort. Donc ça, c'est un élément qu'on doit vraiment intégrer, c'est comment on parvient en permanence à se réinventer. Et ça va de plus en plus vite. Faire évoluer aussi les expertises. Souvent, on doit travailler sur des expertises qui ne sont pas enseignées à l'école. Donc, comment est-ce qu'on suit ces rythmiques-là et ça va de plus en plus vite. Il y a quand même une démocratisation des outils aussi, très forte. Donc, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, nous qui sommes quand même une grosse structure avec des frais fixes important, ça, c'est clair. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne sur ces marchés qui sont en permanence en train d'évoluer. Et puis, de manière plus macro, ce qui m'a le plus étonné quand même quand je suis arrivée dans cette fonction, et c'était la première fois que j'opérais à ce niveau-là, c'est vraiment l'impact du monde sur nos activités au quotidien. Alors, on en entend parler beaucoup là aujourd'hui, et tout le monde est beaucoup plus conscient de ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris, l'impact de la géopolitique, mais vraiment dans le day-to-day des entreprises. Du prix du café, au prix de l'énergie, au prix des cartes graphiques, on a eu une cyberattaque en 2024. C'est vraiment comment est-ce qu'on crée une structure suffisamment résiliente pour absorber ces chocs, en fait. Au-delà de juste s'assurer que le business fonctionne et tourne. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment, ça ajoute une couche supplémentaire de défis qui est quand même relativement conséquente. Eh bien, merci beaucoup Alice Gorissen d'être venue nous raconter cette très belle success story wallonne. Dreamwall, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.